Autre information intéressante qui est la conséquence de l'augmentation de coût de l'énergie en Europe de l'Ouest et notamment en Allemagne, c'est que désormais, pour l'Allemagne, il est plus rentable d'acheter son engrais à la Russie plutôt que de lui acheter du gaz pour le produire soi-même, puisque les engrais azotés, évidemment, utilisent du gaz. Et en fait, le prix auquel l'Allemagne l'achète désormais, c'est entre 1000 et 2500 dollars par millier de mètres cubes. Et alors qu'en fait, en Russie, il coûte 100 dollars par millier de mètres cubes. Donc évidemment, il y a des tas de pans entiers de l'industrie allemande, et pour ce qui reste de l'industrie française que les socialistes n'ont pas encore détruit, évidemment, il y a des tas de choses qui ne sont plus rentables, tout simplement. Parmi les sanctions qui sont appliquées tout de même, il y en a contre des sociétés russes, eh bien il y a celle contre Sovcomflot, et d'ailleurs l'un d'entre vous m'a demandé de revenir sur ces sanctions qui concernent en fait les transporteurs russes. Comme on l'a dit, les Russes, pour contourner les sanctions et l'interdiction des transporteurs et des assureurs de transporter les hydrocarbures russes, les Russes ont tout simplement créé une flotte, ce qu'on appelait la flotte fantôme, de plusieurs dizaines de super tankers d'occasion, et ce qui fait qu'en fait la Russie est capable de subvenir à ses propres besoins de transport. Donc le but de Washington, c'est essayer d'interdire aux ports où elle peut le faire l'accès de ces pétroliers russes. Donc pour l'instant, on voit pas trop ce que ça donne. Certains pétroliers ont fait demi-tour. De toute manière, le problème n'est pas tellement les ports de livraison, le problème c'est les clients. Et les clients, la Russie les a. Les deux plus gros clients, et qui sont désormais devenus accros aux hydrocarbures russes, c'est la Chine et l'Inde. Et ni la Chine ni l'Inde ne se laisseront dicter leur politique étrangère, leur politique commerciale, par un Occident de plus en plus affaibli, bien évidemment. Parlons un peu de la Pologne maintenant, comme le gouvernement de Tusk, donc qui est un gouvernement de gauche. Alors tout est relatif, encore une fois, la gauche polonaise est à l'extrême droite du Front National. C'est comme en Russie, les communistes sont à l'extrême droite du Front National. Et c'est vous remettre les choses selon les justes proportions. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le gouvernement de Tusk, Donald Tusk, a donné des gages d'obéissance à l'Union européenne, notamment sur les questions judiciaires, ce qui fait que 137 milliards d'euros ont été débloqués, qui avaient été bloqués à l'époque du PiS, ont été débloqués pour la Pologne. Donc évidemment, cet argent vous avez été volé, chers citoyens français, volé par l'Union européenne, pour être donné à des pays qui en plus nous trahissent. Je vous renvoie encore une fois sur le chapitre la Pologne victimaire. La Pologne n'a jamais été un allié fiable pour la France, bien évidemment, et aujourd'hui encore moins que jamais. Ce qu'on peut rajouter au sujet du gouvernement Tusk, c'est qu'en fait, comme je l'avais prévu, dans sa relation avec la Russie, ça ne change absolument rien. C'est-à-dire que la russophobie est quelque chose de tellement ancré au sein des élites polonaises, alors soit par ambition impériale, néo-impériale, comme c'est le cas du PiS, qui rêve de son initiative des Trois Mers jusqu'en mer Noire, soit par idéologie européiste, et puis de toute manière, la russophobie est quelque chose d'assez ancré. Alors, de ce que me disent mes amis qui habitent en Pologne, c'est pas systématique. Il y a quand même une grosse minorité de Polonais qui finalement n'en veulent pas à la Russie et sont déjà passés à autre chose. Mais, encore une fois, le problème, c'est les élites. Et aujourd'hui, d'ailleurs, toutes les élites qui ont été mises en place par Washington de manière plus ou moins directe, soit parce que c'est des young leaders, parce qu'ils ont fait leurs études aux États-Unis, par idéologie, etc., soit parce qu'ils ont été carrément mis en place parce qu'ils ont bénéficié des réseaux atlantistes en Europe. Ces élites sont fondamentalement hostiles à la Russie, hostiles à la Chine, hostile à tout ce qui n'est pas Washington en fait, et ce sont devenus, comme la France malheureusement, des États esclaves. Puisqu'on parle du vol par l'Union européenne de l'argent des Français, donc une partie bien sûr a été largement donnée à la Pologne, c'est le premier bénéficiaire, mais également on a appris que depuis son entrée dans l'Union européenne, c'est-à-dire depuis 20 ans, la Tchéquie avait volé aux contribuables français, allemands, italiens 85 milliards d'euros. Voilà ce que nous coûte, encore une fois, des pays qui ne nous renvoient jamais l'ascenseur. Jamais. Ce sera en tout cas beaucoup moins facile de voler les avoirs des Russes, des actifs des Russes, donc dans l'Union européenne ou dans l'Occident collectif, c'est-à-dire essentiellement des obligations dans lesquelles les Russes ont investi de manière, à mon avis, maladroite et de manière naïve, pour ainsi dire, considérant bêtement que l'Union européenne et les États-Unis étaient des États de droit pour les investisseurs étrangers. C'est absolument pas le cas. Et on en avait parlé, je sais que ça avait choqué plusieurs d'entre vous quand j'avais dit qu'à la limite j'étais favorable
à ce que l'Union européenne, et notamment la France surtout, confisque les actifs russes, puisque de toute manière la Russie pourrait se rembourser, et que ça provoquerait l'écroulement du système financier français qui repose sur la dette, en fait, qui ne produit plus rien, uniquement du papier, de la dette, et endette les prochaines générations de Français sur les 150 prochaines années. Et en fait, il se trouve que le ministre des Finances, qui lui est compétent, c'est pas Bruno Le Maire, c'est un financier, contrairement à Bruno Le Maire. Vous pouvez le mettre bientôt au ministère de la Culture, vous verrez de toute manière pas la différence. Eh bien, donc lui est compétent et il a déclaré que de toute manière les actifs qui étaient bloqués en Russie étaient supérieurs en valeur à ce qui pouvait être bloqué en Occident. C'est exactement ce que je vous avais dit la dernière fois et il se trouve que Sylvanov nous l'a rappelé. Toujours le même Sylvanov et je remercie Laurent Nicolas, notre spécialiste des cryptos et de la blockchain, de me l'avoir signalé. Eh bien, la Russie veut proposer aux BRICS un système de paiement international fondé sur les nouvelles technologies, c'est-à-dire sur la blockchain. Et bien sûr, sur Stratpol, nous croyons à ces nouvelles technologies. Et Vladimir Poutine lui-même y croit. Hein, il en parle régulièrement d'utiliser les nouvelles technologies pour les transferts d'argent, pour les échanges internationaux, pour achever la dédollarisation de l'économie et donner différentes alternatives de paiement. Dernière nouvelle économique, et là évidemment on parle davantage d'économie humaine, eh bien la Russie a donné 2 millions de passeports intérieurs, hein, c'est-à-dire de cartes d'identité, aux anciens citoyens ukrainiens qui sont devenus citoyens russes depuis que une partie des territoires de la Nouvelle-Russie a été libérée par la vaillante armée russe. Donc voilà, les choses vont très bien. Et ça aussi, c'est une caractéristique de l'échec complet de l'OTAN et de Washington, c'est-à-dire que le but de la guerre de l'OTAN contre la Russie, c'était évidemment de faire une saignée démographique. Et donc au lieu d'avoir une saignée démographique, ce qu'on va avoir, c'est une population russe qui va rapidement dépasser les 150, pourquoi pas même s'approcher à terme des 155 millions d'habitants. Cette information donc qui était donnée sur la chaîne Telegram Intereslava Z, il soulignait également, et ils ont raison, et ça je l'avais également dit, que désormais la Russie devait s'adresser aux Russes d'Ukraine ou aux russophones qui se sont réfugiés en Europe en pensant être bien accueillis. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent en Europe. De toute manière, ils sont traités, notamment dans des pays comme la Pologne, comme des esclaves. Il y a un pays qui est le leur, qui s'appelle la Russie, qui petit à petit va intégrer à la fédération toutes ces régions qui sont fondamentalement russes, hein, non seulement celles qui le sont déjà, mais Kharkov, Nikolaïev, Odessa. Eh bien, si tout se passe bien, ces régions-là deviendront russes. Donc, revenez en Russie, revenez dans la mère patrie. Voilà, c'est un Français de Russie qui vous le dit. Politico-stratégique maintenant. Et la première nouvelle, c'est la déclaration délirante d'Emmanuel Macron qui nous explique qu'il ne fallait pas exclure évidemment, envoyer des troupes en Ukraine pour se battre contre les Russes. Alors, cette déclaration a provoqué immédiatement une levée de boucliers dans toute l'Europe. Même les Polonais ont expliqué qu'ils voulaient pas y aller. D'ailleurs, à mon avis, c'est un signal quand même assez clair envoyé à Kiev et aux Ukrainiens qui croient encore que l'OTAN va se battre pour eux. Donc tout ça n'arrivera pas. Réaction également à l'intérieur du pays. Pour une fois, l'opposition, qu'elle soit d'extrême gauche, comme la France insoumise, a plutôt bien réagi, donc en disant que quand même le but c'était d'obtenir un traité de paix. Même le Front National, alors qui d'habitude est terrorisé par le moindre aboiement de la meute médiatique. Alors je ne sais pas si Jordan Bardella réagit, lui qui tombe en pamoison à chaque fois qu'il entend le président Zelensky. En tout cas, Marine Le Pen, il faut le souligner, pour une fois, s'est opposée à cette déclaration d'Emmanuel Macron. Il faut dire aussi que Washington aussi s'y est opposé, Stoltenberg s'y est opposé, donc je pense qu'elle s'est sentie autorisée à s'opposer pour une fois sur des questions de politique étrangère à Emmanuel Macron. Bonne réponse, alors ça je remercie Jacques de m'avoir envoyé cette information, de Jacobelli, donc c'est un député du Front National, qui a renvoyé dans leur but cette bande de bourgeois fanatiques qui composent le parti Renaissance, ou je sais pas comment il s'appelle, En Marche, bon, peu importe. Il leur a dit que de toute manière, effectivement, c'est pas eux qui iraient se battre. Et là, je vous renvoie à mon livre d'avant, le livre noir de la gauche française et la guerre. Lisez ce chapitre parce que ça explique le comportement d'Emmanuel Macron.
Ce sont des héritiers de Brissot qui, en avril 1792, déclarent la guerre à l'Europe pour soi-disant la libérer des tyrans. C'est cette gauche de Jules Ferry et de Gambetta qui va coloniser le Tonkin, l'Afrique, pour exporter ces valeurs de fanatiques qu'elle croit universelles. Donc c'est quelque chose, en fait. Macron se situe, une des explications aussi de ces déclarations, il y en a d'autres, on va en parler, mais une des explications, c'est qu'il est l'héritier d'un mouvement politique en France qui est quasi unique dans notre histoire, mais qui malheureusement domine depuis 1792, qui est de faire la guerre pour exporter son idéologie de fanatique. Et pour Emmanuel Macron, il est évident que le projet colonial de l'ouest de l'Ukraine, des élites kieviennes vers les Russes de Nouvelle-Russie, est quelque chose qui leur convient tout à fait, parce que c'est dans l'esprit, souvenez-vous de ce que disait Jules Ferry, le droit et le devoir des races supérieures vis-à-vis des races inférieures. Regardez comment Emmanuel Macron se comporte en Afrique, regardez comment il se comporte vis-à-vis des populations russes d'Ukraine, c'est exactement la même chose. C'est un programme colonial qui lui convient parfaitement. Voilà, enfin, en tout cas, dans l'ensemble, les réactions à l'intérieur du pays sont bonnes. Bon, bien sûr, Florian Philippot, William Martinet, là, qui est un député qui a donné une interview sur RT en français, j'ai trouvé pas mal. Et Jacobelli, qui est, encore une fois, à viser juste. Bien sûr, donc, je l'ai dit, cette déclaration d'Emmanuel Macron a figé de stupeur nos partenaires de l'OTAN, nos partenaires européens, notamment la Suède, qui vient de rentrer à l'intérieur de l'OTAN après que, comme c'était prévisible, la Hongrie les ait laissés rentrer. Et donc, il faut dire que la Suède, en plus, c'est quand même pas des bons souvenirs, puisque donc il y a trois grands peuples d'Europe qui ont fait les frais de leurs ambitions vis-à-vis du territoire russe depuis le XVIIIe siècle. C'est l'Allemagne, c'était la France de Napoléon, et puis en 1709, pour ceux qui l'ont oublié, c'est la Suède du grand roi soldat Charles XII, donc qui a été défait définitivement par Pierre le Grand à la bataille de Poltava en 1709. Voilà, notez-le bien. Donc évidemment, les Suédois qui ont quand même gardé un fond pacifique malgré leur rentrée dans l'OTAN. Je vous renvoie à notre programme avec Karine Béchet-Golovko pour RT en français dans l'échiquier mondial. Évidemment, ça n'a pas plu aux Suédois. En fait, ça n'a plu à personne. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a fait ça? Alors il y a l'héritage de la gauche bourgeoise française depuis la Révolution française, bien entendu, c'est une des raisons que je viens d'évoquer. Il y en a une autre également, c'est qu'il a énormément de pression de la part de l'Angleterre et de l'Allemagne pour livrer davantage d'armements, de munitions à l'Ukraine. Et d'ailleurs, cette déclaration qu'a fait Emmanuel Macron est très mal passée en Allemagne, notamment chez le vice-premier ministre Habeck, qui a dit que c'était pas quelque chose qu'il fallait envisager. En revanche, il fallait qu'au lieu de faire ce genre de déclaration, Emmanuel Macron envoie davantage d'armements. Pourquoi il dit ça? Eh bien, parce que en fait, Macron a piégé les Allemands. Souvenez-vous, on a été soi-disant les premiers à livrer des chars. En fait, on a livré des AMX-10 RC dont on est en train de se débarrasser après avoir livré nos VAB, qui même quand ils sont sortis, je crois dans les années 60, c'était déjà un mauvais véhicule. On les a vus en colonne attaqués sur Kherson, c'était épouvantable. C'est des cercueils roulants, et il s'est avéré que les 10 RC pour du combat de haute intensité, ça va pas non plus. Et donc d'ailleurs, les Ukrainiens ont cessé de les déployer et de les employer. Les Russes en ont capturé un ou deux, si je me souviens bien. Donc évidemment, ça a forcé l'Allemagne à commencer à livrer ses léopards, et puis ça a déclenché effectivement une livraison générale de léopards. Ça aussi, ça n'a servi à rien, mais au moins c'était quand même des chars plus modernes. Donc ça ne plaît pas aux Allemands, qui estiment que finalement les Français en font pas beaucoup. Et pour Emmanuel Macron, cette réponse, c'est une manière de répondre aux exigences germaniques. Voilà. Et évidemment que les Allemands ne sont pas dupes. La vérité, c'est que plus personne n'a envie de soutenir l'Ukraine. Tout le monde a bien compris que Kiev a perdu la guerre, et que plus tôt on arrêtera de livrer de l'argent et des armes, moins ça nous coûtera cher. Voilà, en gros, la situation. Et puis la deuxième raison, évidemment, c'est la politique intérieure. Et ça a marché. C'est-à-dire que Macron désormais se fait attaquer sur l'Ukraine, sur ses déclarations sur l'Ukraine. Il peut répondre facilement à tous les partis de l'extrême gauche, ou Front National n'est pas l'extrême droite, c'est un parti centre-gauche, quoi. Donc au Front National, en l'expliquant, mais oui, vous voulez pas parce que vous êtes des agents du Kremlin. Donc pour lui, c'est assez confortable. Et on ne parle plus du salon de l'agriculture, de l'humiliation qu'il a eu devant les agriculteurs. Voilà, donc c'est du Macron. C'est-à-dire le but, c'est de parler d'autre chose. De toute manière, les médias veulent de la chair fraîche.
Et là, ça a marché. Voilà un peu, je pense, le sens de ces déclarations. Encore une fois, le rapport avec l'Allemagne est très bien décrit dans le Financial Times. Notre nouvelle rubrique, qui visiblement vous plaît, Empire du mensonge. Et là, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, ça revient à Zelensky, qui nous a annoncé les morts de l'armée ukrainienne et qui les estime à 31 000 morts. Alors évidemment, là, pareil, dans la presse anglo-saxonne, personne n'y croit. En Ukraine, il y a eu des sondages qui ont été faits, y compris dans la rue, personne n'y croit. Je vous rappelle que l'estimation qui est donnée le 9 janvier 2024 par Lutsenko, donc qui est un député de Petro Poroshenko, un bandériste fanatique, c'est 500 000 blessés graves et morts. Et ça me semble plus proche de la réalité. En plus, ça rejoint les estimations du colonel McGregor. Donc même du côté des alliés de l'Ukraine, même du côté bandériste, on reconnaît que c'est une véritable hécatombe. Alors, il y a aussi une autre explication sur ces 31 000 morts, c'est qu'en fait, ça doit être le chiffre officiel, c'est-à-dire le chiffre des familles qui reçoivent une pension parce que le mari ou le fils est mort. Or, ce que fait le gouvernement ukrainien, c'est qu'en fait, il déclare la majorité des morts disparus, ou déserteurs, ou ce que vous voulez. Ce qui fait que comme ça, ils n'ont pas à payer les pensions aux familles. Donc je pense que c'est sans doute l'explication la plus plausible, c'est qu'en fait, si vous regardez dans les documents comptables du ministère de la Défense ukrainien, eh bien en fait, il y a 31 000 foyers qui reçoivent une pension parce que leur mari ou leurs enfants sont morts au combat. Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, dont je vous recommande l'interview qui a été doublée sur RT, c'est sur le site internet Réseau International. Et lui, il a déclaré également récemment que les pertes estimées par la Russie de l'armée ukrainienne étaient de 444 000 morts ou blessés graves. C'est les estimations russes. Ils peuvent les avoir gonflées. En tout cas, c'est moins que ce que pense Yuri Lutsenko, qui, encore une fois, un bandériste fanatique proche de Petro Poroshenko. Armement maintenant, encore un Abrams de détruire. Alors, le premier, on en avait parlé, c'était un Abrams de déminage, avec une espèce de lame devant pour permettre de faire exploser ou de repousser les mines, donc qui visiblement lui avait sauté sur une mine ukrainienne. Là en revanche, eh bien, un Abrams a été détruit, visiblement c'était dans la région d'Avdiivka. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu des vidéos où visiblement il a été filmé et on voit qu'il est tout seul. Donc désormais, les chars kieviens sont pas utilisés en masse comme ce qu'on avait pu voir dans l'offensive ratée de l'été dernier du côté de Rabotino, mais ils sont en fait envoyés davantage comme un appui-feu pour de l'infanterie plutôt que, bien sûr, pour faire une percée. En tout cas, on n'en voit pas beaucoup pour l'instant. Comme je l'ai dit dans mon livre, ils n'en font qu'une apparition timide. En tout cas, ça fait déjà deux Abrams détruits. Kiev a déclaré que désormais l'armée kievienne était capable de produire ses propres missiles qui ont une portée de 700 km. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Eh bien parce que visiblement on peut s'attendre à ce que des missiles soient tirés à l'intérieur du territoire russe, mais qui officiellement ne sont pas des missiles de l'OTAN, parce que sinon, si c'était des missiles de l'OTAN sur le territoire russe d'avant 2014, eh bien ça pourrait provoquer précisément une réponse de la Russie sur des pays de l'OTAN. C'est l'enjeu, encore une fois, de l'utilisation des Storm Shadow, des Scalp et des Taurus que les Allemands, pour l'instant en tout cas, ne veulent pas livrer. L'idée, c'est de faire croire que l'Ukraine est capable de fabriquer un missile qui porte à 700 km, ce que bien sûr elle n'est pas capable de faire. En fait, ce sera de la technologie OTAN repeint aux couleurs de l'Ukraine, exactement comme les drones marins dont nous avions reparlé la dernière fois. Voilà. Bon, il faut s'y attendre. De toute manière, encore une fois, la défaite de l'Ukraine sera accompagnée par des actes terroristes dans toute la Russie. C'est déjà le cas. Pour l'instant, le FSB s'en sort plutôt bien, on peut le dire, mais globalement, c'est inévitable. Voilà pour ce qui est de l'armement. Considération militaire générale maintenant, nous avons failli ne pas avoir de Gamelin cette semaine, mais là, grâce au colonel Goya, qui nous en a fait une extraordinaire, on en a un bon, alors un Gamelin colonial, parce qu'il nous explique que oui, une des variantes audacieuses, osées, mais qu'on aurait peut-être dû faire, c'était d'envoyer des troupes de l'OTAN par surprise, s'emparer de la rive droite du Dniepr, donc où se trouve l'armée ukrainienne actuellement. Et que, comme ça, les Russes hésiteraient peut-être à bombarder, à donner l'assaut, puisqu'on est là. Donc je sais pas comment ça a pu, une idée pareille a pu germer dans sa petite tête de linotte, même si l'armée française ou allemande débarque à Lvov, ça n'empêchera, donc c'est-à-dire vraiment à la frontière avec la Pologne, dans les Carpates là-bas, ça n'empêchera pas les Russes de tirer dessus.
Hein, au contraire, ça ne les empêchera pas de tirer dessus. Donc dès qu'on mettra un pied en Ukraine, les Russes nous tireront dessus. Et à part les bourgeois socialistes français qui composent le groupe de Macron à l'Assemblée nationale, le reste de la France ne veut pas voir ses enfants mourir en Ukraine pour un combat qui ne concerne absolument pas la France. Donc voilà. Le problème de ça, en fait, et j'en parle également dans mon livre, hein, pardonnez-moi de me citer, c'est encore une fois, c'est cette espèce de vision coloniale de toutes les guerres, même les guerres de haute intensité, même la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, c'est la seule chose que savent faire nos généraux, en tout cas ceux qu'on entend sur les plateaux, c'est-à-dire la guerre coloniale où on envoie, une compagnie de chasseurs à pied ou une section de tirailleurs pour aller conquérir la rive droite du Dniepr. Et d'ailleurs, ça a été parfaitement bien vu par le compte Twitter qui a signalé, grâce auquel j'ai pu avoir cet extrait du gamelin néocolonial Goya. Voilà donc notre Gamelin bulletin 175. Félicitations colonel, vous les accumulez. À la presse anglo-saxonne, essentiellement américaine, ça nous vient du New York Times, qui nous explique que la CIA avait mis à la frontière ukrainienne avec la Russie 12 de ses bases pour espionner les Russes. Alors ça, c'était repris bien sûr par les médias français. Tout le monde s'étonne de cette publication. Donc c'est parce que ça voudrait dire que les Russes avaient raison. Je rappelle d'ailleurs que le 10e point des accords de Minsk II, c'était que toutes les armées étrangères devaient quitter l'Ukraine. Toutes. Mais en soi, qu'on découvre que la CIA a coopéré avec les services secrets ukrainiens, le SBU, c'est vraiment pas une nouvelle. De toute manière, l'aide officielle de l'OTAN, des pays de l'OTAN vis-à-vis de l'Ukraine, elle était ouverte. Elle contrevenait évidemment aux accords de Minsk, mais l'OTAN et Washington n'en avaient absolument rien à faire. Donc en soi, qu'il y ait eu des coopérations entre la CIA et les services secrets ukrainiens, c'est pas une nouvelle. En revanche, ce que dit l'article, c'est que oui, grâce à ça, ça nous a permis de voir venir les Russes, etc. Mais ça c'est faux, c'est un échec complet. Enfin, les Russes se sont emparés en 9 jours de la ville de Kherson. Ils ont fait 100 km, ils ont traversé le Dniepr, ils sont emparés en 9 jours, encore une fois, de la région de Kherson. Et en 2 mois, ils se sont emparés de la totalité des rives de la mer d'Azov. Donc je ne sais pas ce qu'ils espionnaient, mais c'est un échec total. Et là aussi, c'est encore des mythes qu'on nous a servis depuis 2 ans. C'est grâce aux renseignements nord-américains, les Ukrainiens savent tout ce qui se passe. Bah non, visiblement, il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur la ligne de front. Ils y voient rien, quoi. Alors, ou en tout cas, ils savent pas analyser ce qu'ils voient. Le renseignement américain en Ukraine est quasiment un fiasco quasi complet. Bon, il y a quelques succès. On peut dire notamment l'offensive sur la région de Kharkov à l'automne 2022, mais sinon le reste c'est un fiasco complet. Interview de Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense, je vous la recommande, elle est sur le site internet du réseau international, ça a été doublé par RT en français. C'est 45 minutes qui expliquent ce qui s'est passé en 2023, notamment la manière dont la Russie a eu les informations sur les attaques qui se préparaient contre son armée, la décision de Vladimir Poutine d'accepter en fait une mise en place d'un système de défense dans la profondeur parfaitement bien fait. Sergueï Shoïgu confirme ce que nous avions dit, c'est-à-dire que même la première ligne de défense n'a pas été percée. Hein. En fait, j'en avais également parlé avec un expert militaire russe. Robotino, c'était la zone d'observation de la première ligne de défense russe. D'ailleurs, il n'est pas très juste de parler de ligne de défense, mais plutôt de zone de défense. Hein. On va pas faire les puristes. Et puis, donc, cette capacité de renseignement et donc la manière dont, jusqu'au début de l'opération, de cette offensive ratée, donc qui démarre le 4 juin 2023, eh bien, la Russie a détruit la logistique. Et c'est intéressant, c'est qu'en plus, vient de sortir une autre vidéo de la destruction du dépôt de Khmelnytsky. C'était en mai 2023, donc la veille du début de l'offensive. Et ça a dû avoir des conséquences importantes parce qu'on se souvient, c'était quasiment, on aurait dit un champignon atomique. Et là, on a des nouvelles vidéos qui le montrent. Donc vraiment bien organisé. On y découvre en fait que là, l'excellence de l'armée russe, hein, dont je parlais déjà, qui a été démontrée à FDFK, mais c'est-à-dire la planification stratégique, la manière dont tous les moyens ont été mis en place. Et comme le soulignait également le général de Lavarde, la parfaite connaissance des dossiers. C'est un signe de fabrique des ministres russes, ça nous change des ministres français, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent parfaitement ces dossiers, le nom des unités, voilà. Donc c'est vraiment, là, l'armée russe a atteint en 2023 un niveau d'excellence hors du commun. Enfin, pas hors du commun, mais je dirais, elle est
devenue l'armée russe. Voilà. Et donc, c'est très intéressant. Prenez le temps, 45 minutes, c'est passionnant. Dans cette interview également, Sergei Shoigu revient évidemment sur la bataille d'Avdiivka, il explique comment tout ça s'est mis en place, la coordination de l'appui-feu, l'infanterie, et dit que ce sera un cas d'école, un cas à étudier dans les académies militaires, ce qu'il avait déjà dit devant Vladimir Poutine, et il a parfaitement raison. Et les conséquences d'Avdiivka ne sont pas terminées, non seulement parce que, il y a des choses qui ont été faites, notamment par le commandement ukrainien, on en a parlé, c'est-à-dire que désormais les soldats ukrainiens vont perdre confiance dans leur commandement. On a vu que les troupes d'élite d'Azov finalement sont parties en courant. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé au sein de l'armée ukrainienne, et au contraire on voit quelque chose qui s'est conforté, ces talents du soldat russe. Et on va le voir sur la carte militaire, visiblement Kiev a été incapable de créer des lignes de défense successives après Avdiivka. Alors évidemment, ils ont été surpris par la rapidité de l'assaut russe, mais là, on va le voir, les villages, les localités qui sont à l'ouest tombent une par une, et on a l'impression que rien n'est prêt. Et ça aussi, c'était un défaut qu'on avait évoqué il y a quelques mois, c'est-à-dire que quand vous construisez une ligne de défense uniquement en s'appuyant sur des localités, eh bien, il y a des failles. Ce qu'on constate, en tout cas en ce moment, au niveau de l'état-major otano-kievien, c'est l'anarchie complète qui règne. Et sans doute, c'est dû au fait que les plans sont élaborés par l'OTAN et pas par des généraux qui sont en contact avec le terrain et qui sont de toute manière interchangeables. Et en tout cas, je suis arrivé à la conviction, c'était mon intuition initiale, c'est que le Zaloujny ne décidait pas grand-chose, pas plus que Syrski, et que finalement, on peut mettre l'un ou l'autre, c'est plutôt une question de rapport de force politique entre l'ancien chef d'état-major de l'armée Zaloujny et le président, jusqu'au mois de mai, Vladimir Zelensky.